Euh, Nous n'avons pas le goût trivial de mélanger les genres pour les mélanger, ce serait de la pure vulgarité, mais il se trouve que dans les différents, on va dire les différents registres de musique, on peut très bien trouver son bonheur. Et récemment, une expérience tout à fait, qui s'est produite tout à fait par hasard, m'a permis de découvrir que un chanteur d'aujourd'hui, un chanteur de musique populaire, de chansons françaises, et pas forcément d'une musique que l'on peut dire savante, mais qui est surtout savante quand elle est accomplie, comme ce que nous venons d'entendre là. Et donc quand un chanteur d'aujourd'hui, un jeune chanteur d'aujourd'hui, parvient à se saisir du texte de Saint John Perse pour en faire quelque chose que moi je trouve tout à fait singulier dans son accomplissement. Pourquoi ? Parce qu'il y a là surtout une sincérité. De toute manière, je crois que n'importe quelle expression artistique ne peut tenir la route si elle n'est pas, si elle ne tient pas ses assises sur la sincérité du geste. Alors donc, Guillaume Virlode, à l'extrême droite de cette table en tout cas, nous fait le grand bonheur de nous interpréter dans un petit moment une chanson qu'il a composée à partir d'un chant d'Anabase. Guillaume Virlode est donc le fils de Monique Virlode, qui est le peintre avec qui nous allons parler dans un moment. Et cher Guillaume Virlode, je voudrais avant tout vous demander comment vous êtes parvenu, ce qui est quand même assez rare, vous le reconnaîtrez dans la chanson française d'aujourd'hui, à ce contact avec un poète que l'on dit aussi... Allez, hermétique, difficile, méprisant, enfin tout ce que vous voulez. Et comment vous arrivez à entrer de plein pied dans ce texte pour le faire vôtre et puis pour l'orchestrer de manière aussi sincère. Alors déjà, bon, j'ai eu un fond sonore de Saint John Perse même avant ma naissance, puisque ma mère quand même voue un culte, c'est vrai, depuis de nombreuses années à Saint John Perse. Mais c'était hermétique pour moi bien longtemps. Donc en fait, par l'intermédiaire donc de ces expositions, de ces toiles que vous verrez tout à l'heure, j'en ai profité pour justement me lancer dans cette aventure-là, ce défi de mettre en musique quelques extraits de Saint John Perse. Mais pour parler plus de ma démarche créatrice, c'est pas vraiment une mise en musique pour moi, c'est plus un défi par rapport à cette poésie qui est décrite comme... difficilement compréhensible. C'est justement ça qui est intéressant pour moi, cet exercice de style, de non pas mettre en musique, mais plutôt de déshabiller le mot, et donc de ne pas chercher à comprendre totalement, mais d'essayer de remonter à la sensation, au ressenti en fait, que Saint John Perse a pressenti. Donc il y a déjà quelque chose, et puis les mots ne viennent pas par hasard, ils sont très bien choisis. Donc ils ont quelque chose d'universel. Donc ça m'a amené vers... c'est un travail de navigation, hein, comme le poète le faisait, partir sur les flots et puis se laisser éprouver. Après, il se trouve qu'il y a un travail de sens, puisque les extraits que j'ai choisis ne sont pas choisis par hasard, il faut que ça me parle aussi. Donc il y a une certaine rythmicité, une scansion. Oui, il y a la forme, oui, mais il faut quand même un certain fond, et ce sont des extraits dont je partage le sens, enfin qui me parlent en tout cas. Donc voilà, il s'agit d'Anabase et d'Amer. Et voilà, je suis content. Ce qui me frappe, c'est que vous êtes parvenu à restituer la violence de ce chant que vous interprétez, d'Anabase, la crudité, et cela par vos propres moyens, là encore. C'est ce qui fait toujours la qualité d'un médium d'expression. Vous arrivez à restituer la violence de cette expression. C'est justement ce qui me plaît dans Saint John Perse, c'est cette violence en fait. Oui. Puisque le beau décrit comme quelque chose de poli et n'est jamais beau pour moi en tout cas. Il y a toujours une part de violence et de crudité qui est essentielle en fait au cœur de toute chose. Et c'est ça qui fait la beauté en fait. J'ai fait, il se trouve en fait que dans tous mes travaux un peu de mise en lien, je suis cette année en fait dans une formation, un M2 de psychologie clinique sous la direction de Monsieur Vives qui s'intéresse beaucoup en fait
la psychanalyse et l'art. Donc finalement, je fais aussi un mouvement entre la psychanalyse et l'art. Et c'est bien de ça dont il s'agit, de cette crudité, au cœur même de l'essence. C'est ce qui ne peut pas être compréhensible, ce réel lacanien. Je ne sais pas si c'est dans ce sens, au sens lacanien, que le mot réel a été utilisé aujourd'hui, mais je l'entendais en tant que tel. C'est-à-dire ce qu'il y a d'incompréhensible derrière la poésie, au cœur de chaque sujet, que les mots vont venir border, cerner, mais sans jamais le comprendre. Donc c'est un lien à l'incompréhensible, donc à l'inconnu, et en cela, Saint-Jean de Perse incarne tout à fait cet aventurier qui part sur les flots, loin du monde des hommes, et qui y revient après en tant que diplomate. Donc il y a cette scission que certains éprouvent sous le versant d'écorché vif, mais lui a ces deux temps d'aventure vers l'inconnu et d'en rapporter quelque chose avec des mots vraiment très gorgés. Il y a des bouffées de sens et d'images et d'odeurs. Donc oui, cette violence-là me plaît. Il est certain que votre choix ne pouvait pas être autre. Cher Guillaume, j'aurais aimé que nous vous entendions dans votre interprétation de ce chant d'Anabase tout de suite, si vous pouvez prendre place. Juste une petite installation à faire. Tout à fait. Nous allons vous écouter dans un moment. Le temps pour moi de vous dire que cette table ronde a également une surprise, puisque nous recevons à mon extrême gauche aujourd'hui l'un des membres du Quatuor Léonis, qui, la semaine prochaine, parce que cette commémoration ne va pas s'achever ce soir, elle va continuer finalement toute la semaine prochaine au Théâtre de l'Odéon, puisque le Quatuor Léonis, associé à Olivier Py, ce grand comédien que vous connaissez, va donner une lecture d'une part particulièrement fervente et ardente d'Amer, que sont les tragédiennes sont aux terrasses. C'est cela. Les tragédiennes sont venues. Les tragédiennes sont venues jusqu'aux terrasses de l'Odéon. Voilà. Oui. Les tragédiennes sont venues jusqu'aux terrasses de l'Odéon. Donc, je vous encourage, en tout cas, à vous rendre la semaine prochaine au Théâtre de l'Odéon, puis à la Maison de la Culture de Nevers, me semble-t-il. Voilà, ça c'est le 12 décembre que nous donnons aussi cette... alors, je ne sais pas si je peux en dire deux mots. Allez-y. Si j'ai le temps de ne pas prendre un petit peu de temps sur la suite. Bien écoutez, comment vous est venu finalement ce projet avec Olivier Py? Est-ce que c'est une idée directement d'Olivier Py ou bien est-ce que c'est un projet commun que vous aviez? Alors en fait, à la base, c'est un quatuor à cordes, donc plutôt qui joue un répertoire, on va dire, classique. Et nous avons la chance de faire cette résidence au Théâtre de l'Odéon depuis 2 ans déjà, suite à une collaboration avec Olivier Py dans un de ses spectacles, qui était l'Orestie d'Eschyle, qu'il avait adapté donc l'année dernière. Et nous avons voulu nous implanter un petit peu dans un lieu vraiment culturel, parce que voilà, on est un peu victime quand on est musicien, surtout quand on est interprète et quand on fait du quatuor à cordes, d'être un peu isolé. On a du mal à pouvoir créer des contacts dans des sphères culturelles plus larges. Et l'Odéon, ça semblait être vraiment un endroit où des nouveaux projets pouvaient être entrepris. C'est un petit peu on était un petit peu comme les tragédiennes face à la mer en attendant une nouvelle inspiration. Et c'est pour nous, en recherche d'identité, en tant qu'interprète aujourd'hui, c'était une opportunité de rencontrer quelqu'un comme Olivier Py. Alors ce projet est né de l'envie de faire une espèce de quintette avec lui, c'est-à-dire le quatuor à cordes plus la voix, dans quelque chose de plus intime que l'Orestie. Et on est allé vers ses premiers amours, puisqu'on est allé puiser ce texte de Saint-Jean de Perse, qui était lui aussi, quand il avait 20 ans, jeune étudiant, une espèce de révélation de texte littéraire. Il a toujours rêvé de pouvoir faire une lecture de ce texte. On connaissait sa passion pour Claudel depuis très longtemps. Je connaissais moins effectivement la révélation qu'il avait eue de Saint-Jean de Perse. Mais c'est vrai que c'est un projet qui est tout à fait étonnant. Et comment vous avez concilié, vous avez conçu la conciliation, le dialogue entre la musique et
la lecture poétique d'Olivier Py dans ce projet-là? Alors voilà, ça c'est toute la difficulté, c'est que nous sommes interprètes, nous ne sommes pas compositeurs. On aimerait bien pouvoir créer une musique plus spécifique. On peut aussi faire appel à un compositeur pour faire une musique vraiment taillée sur mesure sur le texte. Bon, dans ce projet, ça ne nous était pas possible. C'est vrai que c'est un désir qu'on aurait. Mais on a dû aller puiser dans notre culture de quartettiste, dans notre répertoire de quartettiste, les œuvres, les extraits d'œuvres qui nous semblaient assez poignantes et représentatives de notre perception, d'un univers qui, enfin, personnellement, m'était totalement inconnu, parce que je connaissais très peu St. John Perse. Même, je n'avais jamais lu de texte de lui, peut-être au lycée. Et ça a été une véritable découverte. Donc, on est allé chercher des œuvres. Alors, ce qui est intéressant, c'est le processus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de voir le climat artistique de l'époque de St. John Perse? Vous aviez cité Boukhourachiev, c'était une idée qu'on avait, qu'on a mis dans notre besace pour trouver des musiques. Et donc d'être dans quelque chose d'assez conceptuel, de se dire, voilà, c'est un courant, une période artistique, il a connu tel compositeur, donc on va mettre ce compositeur. C'est un petit peu des citations, et on s'est dit que c'était peut-être pas forcément la meilleure voie, parce qu'on devait faire parler nos sens, nos sentiments sur ce texte, et notamment sur l'articulation qu'on pressentait à la lecture. Donc on s'est fait des lectures groupées, on a travaillé tous les quatre, parce que c'est très difficile de travailler avec Olivier Py, c'est quelqu'un de très pris, donc on a dû prendre nos responsabilités sur ces choix. Et ça, c'était la grande aventure pour nous. Donc les musiques rayonnent entre Debussy, Ravel, on peut retrouver du Hindemith, mais on va aussi, ça rappellera un petit peu, ça fait peut-être le lien, vers des choses beaucoup plus crues et brutales, parce qu'on a senti ça aussi dans le texte, et on cite György Kurtág, qui est un compositeur donc contemporain, et d'une grande force et violence, et on a décidé de terminer cette lecture sur le mouvement lent de l'opus 132 de Beethoven. Et alors là, c'était la première chose qu'Olivier nous a dite en fait à l'époque, c'était, moi je trouve ce texte extrêmement moderne. Et c'est vrai que nous aussi, on s'est dit, mais à nos oreilles, on ne connaissait pas l'écriture de St. John Perse, mais c'est quelque chose de résolument moderne, tourné vers l'avenir. Et on a toujours trouvé dans cette page de Beethoven une inspiration hors du temps, universelle, qui nous incitait à terminer cette lecture sur cet extrait-là. Vous savez qu'il était particulièrement attaché à Beethoven. Particulièrement attaché. Donc en tout cas, vous nous mettez en appétit pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, je voulais féliciter Madame pour ce qu'on vient d'entendre, parce que là, on entend, elle parlait des jeux de coloration, d'association de timbres, et je trouve que c'était un magnifique travail. On entend vraiment, là, le souci de la couleur, et c'était le point de départ de notre réflexion sur les tragédiennes sont venues. Je vous encourage donc tous à aller applaudir le Quatuor Léonis la semaine prochaine avec Olivier Py au Théâtre de l'Odéon. Je laisse la parole et la musique à Guillaume Vierlode. Éclater la mort de mon œil, mon cœur à pépier de joie sous les mains magnificentes
fan de ce monde plus beau qu'une peau de bélier peinte en rouge. Peinte en rouge, peinte en rouge, peinte en rouge, qu'une peau de bélier en rouge, qu'une peau de bélier, peinte en rouge, peinte en rouge, peinte en rouge, peinte en rouge. Merci. Je suppose que vous êtes tous convaincus de ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la justesse de cette expression. Nous aurons l'occasion de réécouter Guillaume Virlode tout à l'heure dans son interprétation d'Amer, et Trois sont les vaisseaux tout particulièrement. Avant de céder la parole, et la musique, l'art et la sincérité à Guillaume Virlode, je vais vous remercier, alors vraiment, très sincèrement moi aussi, d'avoir fait le déplacement dans des conditions climatiques particulièrement épouvantables pour cette commémoration. Vous remercier de votre attention qui a été vraiment modèle tout au cours de la journée. Et donc vous donner rendez-vous sur le site sjpers.org et puis pour la parution de la revue la semaine prochaine. Voilà, merci infiniment à vous. Mère de pâle, mère de maman, mère de tout âge et de tout nom. Mère utérine de nos songes, mère hantée du songe vrai. Blessure ouverte à notre flanc et cœur antique, à notre porte,
à l'éclat toute démence et toute aisance. Et toi l'amour, toi la haine, l'inexorable et l'exorable. Toi qui sais et ne sais pas, toi qui dis et ne dis pas. Nourrice et mère, non marâtre, amante et mère du puits-né. Nourrice et mère, non marâtre, amante et mère du puits-né. Toutes choses instruites dans toutes choses de tes ans, dans toutes choses encore, t'es le vent contre le goût des larmes, au cœur sanguine, très lointaine. Toi l'inceste, et toi l'aînesse. Et toi, l'immense compassion de toutes choses périssables, fléau d'honneur, pieuvre d'amour, mère plénière, conciliée, fléau d'honneur, pieuvre d'amour. Mère plénière, conciliée, fléau d'honneur, pieuvre d'amour. Mère plénière, conciliée, fléau d'honneur, pieuvre d'amour. Mère plénière, conciliée, fléau d'honneur. Merci. Merci à toi Loïc d'avoir si bien organisé la journée. Mon cheval arrêté sous l'arbre qui roucoule, je siffle un sifflement plus pur. Et paix à ceux, s'ils vont mourir, qui n'ont point vu ce jour. Mais de mon frère le poète on a eu des nouvelles, il a écrit encore une chose très douce, et quelques-uns en eurent connaissance.